C'est reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti ? Nous voici dans le 24e épisode de notre série de début d'année où nous reprenons notre conversation narrative avec Claire Bouter et dans laquelle nous allons vous parler de carnet totem, d'accompagnement d'équipe et de mise en chanson. Et puis nous allons vous parler de café récit. Bonne écoute. Une approche du carnet de bord que je trouve vraiment intéressante, c'est une approche qui a été développée par une psychologue belge qui s'appelle Nathalie Hanot et qui est formée et qui forme en journal créatif, qui est une approche avec laquelle je travaille. Et Nathalie Hanot, elle est psychologue, elle a développé notamment un processus autour du deuil qui s'appelle le carnet de deuil, qui vise finalement à retraverser les différentes étapes d'un deuil ou d'une transition de vie, à travers toutes les émotions qui sont présentes et qu'on peut traverser, qu'on peut vivre dans ces moments-là. Et elle a adapté ce carnet de deuil à une période très particulière. Elle l'a adapté déjà pendant le confinement, parce que là, pour revenir à cette période-là, elle l'a adapté de manière à le rendre, à pouvoir utiliser ces démarches créatives pour pouvoir comprendre des choses ou transcender des choses ou justement les vivre le mieux possible par rapport, et puis donner du sens par rapport à une période qui n'en avait pas toujours. Et puis, elle a ensuite mis en place cette autre approche, j'y viens, qui s'appelle le carnet totem. Et ça, c'est parce que ça lui a été demandé après des grosses intempéries, des grosses inondations qui ont eu lieu en Belgique. Et les gens ont été très traumatisés de ce qui s'était passé durant ces phénomènes météorologiques. Et elle a été sollicitée pour voir comment faire pour déposer au fond ce qui s'était passé dans un moment comme ça. Et elle a créé ce principe du carnet totem. C'est très simple. Chaque personne reçoit une page avec des feuillets repliés de manière à avoir 6 espaces pour pouvoir raconter son histoire. Chaque personne aura les mêmes consignes. Donc, on va dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au début? Comment j'ai vécu la plus grande peur? Qu'est-ce qui a été la surprise qui m'a fait du bien? Qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir aller de l'avant? Et puis maintenant, vers quoi je vais? Donc, il pourrait y avoir un cheminement de ce genre-là. Puis, une fois que chaque personne a créé sa propre histoire, on les assemble et on en fait des livres. Et ces livres, ça devient ces carnets qu'elle a appelés les carnets totems et qui fabriquent un carnet de bord, mais un carnet de bord extrêmement original puisqu'il permet de dépasser aussi une difficulté qu'on a pu vivre et aussi de se retrouver toutes les similitudes qu'on peut vivre à travers ça, même si on a chacun et chacune une histoire individuelle. Et ça rejoint tout à fait la démarche que tu as initiée dans ce cadre d'accompagnement. Et je trouve que c'est des très beaux exemples de ce que le narratif peut faire. Moi, j'utilise ce carnet totem avec des groupes en fin de formation, par exemple, ou dans des cadres justement où il s'est passé des choses délicates et qui a besoin de pouvoir déposer pour voir comment chaque personne a pu vivre l'expérience. Une expérience commune, mais des manières différentes de la percevoir, en fait. D'ailleurs, tu m'en as montré, là on n'a pas le visuel, mais ils sont absolument magnifiques, les carnets totem créés. Et juste pour l'anecdote, je suis passée à une exposition à Paris entre nos deux conversations, une exposition autour de À la cour du prince Genji qui vient justement raconter toute l'œuvre artistique produite à partir du Dit de Genji, qui est ce roman du XIe siècle, si j'ai bonne mémoire, écrit par une femme au Japon, qui est un des monuments piliers, base de la littérature japonaise. Et en réalité, tous les livres ou tout ce qui nous a été présenté était sous ce format accordéon. Ils appellent ça les livres accordéon, exactement comme tu m'as montré dans tes carnets totem. Donc j'ai pensé à toi parce que vraiment c'était... Et le catalogue de l'exposition est créé en livre accordéon. Et c'est vrai que c'est un format incroyable parce qu'on ouvre les pages d'une autre façon. Enfin, c'est magnifique. Et puis après, c'est exactement ce que tu dis. Alors, on parle de l'unité dans la diversité. Les musiciens, c'est quelque chose qui leur parle aussi. C'est-à-dire, on parle vraiment des personnes, on parle vraiment des individus. Et à travers les conversations qu'on a, les créations qu'on partage ensemble, on arrive à ce sentiment d'unité, à quelque chose de commun en tout cas.
partager, et c'est ça qui fait la magie. Alors ça marche pas, hein, c'est jamais gagné d'avance. C'est comme quand tu es sur une scène de théâtre pour jouer une représentation, tu sais pas ce qui va se passer ce jour-là. Mais en tout cas, c'est avec cette intention-là qu'on emmène et qu'on accompagne les groupes. Et ce que je trouve particulièrement chouette, c'est, tu vois, dans les pas de côté que m'a fait faire l'approche narrative, par exemple, j'avais jamais été très convaincue par les termes, mais là, pour le coup, je les ai lâchés pour de bon. C'est cette notion, on en parle beaucoup en groupe, de fierté d'appartenance. Et je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué dans la masterclass de David Denborough, où il nous avait dit, mais en fait, ça ne veut rien, enfin, dans l'approche narrative, ça ne veut rien dire, puisque on est vraiment dans l'unité, dans la diversité. Donc, si chacun a le sentiment de contribuer avec sa richesse et ses différences, et de trouver un commun qui les rassemble, on n'a pas besoin de se sentir appartenir. Enfin, voilà, du coup, il y a une très grande liberté. Enfin, on retrouve ce côté de s'engager librement avec des droits et des devoirs. Mais voilà, et ça vraiment, le fait de pouvoir faire ce pas de côté et de plus avoir besoin de parler enfin, voilà, je trouve ça vraiment très chouette parce que c'est tellement galvaudé aujourd'hui et tellement mis à toutes les sauces dans certaines entreprises comme plutôt des outils pas de soumission, le mot est trop fort, mais en tout cas de contorsion pour les uns et les autres. Et moi, c'est pas du tout ce que je cherche à faire quand je suis avec un groupe. Je cherche surtout pas à faire entrer un groupe dans un moule ou dans une norme, certainement pas. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que j'aime travailler et je réponds pas sur le monde. Et là, l'approche narrative nous offre d'autres manières de penser les accompagnements. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a une dimension politique très importante dans l'approche narrative, avec l'idée vraiment de remettre en question, de déconstruire toutes ces obligations, tous ces chemins qui sembleraient être complètement obligatoires, et il s'agit de passer par là. C'est incontournable, voilà le mot que je cherchais. Tous ces chemins incontournables qui ne sont pas possibles à transcender, etc. Puis en fait, en approche narrative, ben l'idée c'est justement de remettre en question tout ça. Donc il y a une vraie dimension enfin une vraie envie de bousculer aussi les idées reçues, de les remettre en question. Tu parlais de préjugés tout à l'heure, on est vraiment dans le champ où on va essayer de déconstruire tout ça et d'essayer de voir comment on peut reconstruire différemment, ou en tout cas retrouver une place. On est loin du principe d'assimilation, comme tu viens de le dire, et vraiment on est dans une vision où chaque individu peut être lui-même, même au sein d'un groupe, puisque c'est ça qui va faire la richesse du groupe. Mmh. Chacun compte et s'en rend compte. Et c'est énorme. Carrément. Ouais, vraiment. Alors, parle-nous maintenant de cette collaboration que tu as avec un artiste, parce que je crois que c'est un projet dont il faut absolument qu'on parle d'abord et puis qu'on le partage. Ouais. Alors c'est un projet qui est né il y a plus d'un an, donc avec le collectif Stimbré, avec son fondateur José Stimbré, enfin Jo de son nom d'artiste. Puis on mettra tout ça dans les notes d'épisode pour que les gens puissent aller voir de quoi il s'agit. Alors il y a un site web qui est dédié, qui s'appelle Voyage d'équipe en chanson. Et en fait, ce collectif artistique a une tradition déjà de collecte de témoignages autour de thématiques diverses. Là dernièrement, c'était des entretiens avec des athlètes olympiques qui participent aux Jeux olympiques et paralympiques, hommes et femmes. Et de ces interviews d'athlètes, ils font un spectacle dont la première a lieu, je crois, le 21 juin à Limoges, si je me souviens bien, sinon je vais me taper dessus. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup interpellée, cette pratique qu'ils avaient de recueillir des témoignages et d'en faire quelque chose. Je me suis dit, mais là, on a un champ commun, en fait, autour, évidemment, de l'amour des mots, de la poésie, puisque sublimer ces témoignages-là en étant au plus près, c'est aussi voilà, collecter ces mots trésors, ces mots pépites, tu disais, parce que par définition, ces histoires passent par le langage, passent par les mots. Et donc, on a créé Voyage d'équipe en chanson simplement avec l'idée, c'est-à-dire que quand j'accompagne une équipe sur son voyage d'équipe, on fait la rétrospective passée, où on va aller chercher au travers des moments marquants qui viennent d'être vécus, les valeurs, les savoir-faire, tout ce que ça dit, la vraie vie en fait. Hein. Voilà, chez moi, les valeurs, elles viennent pas d'en haut, elles sont pas décrétées, c'est des valeurs qui viennent de la vraie vie, de ce que vraiment l'équipe a vécu. Et ce voyage de vie d'équipe s'articule effectivement sur cette rétrospective et puis sur une partie prospective où là on imagine le futur, voilà, où est-ce qu'on a envie d'aller, mais fort de toutes ces valeurs et toutes ces forces qu'on va honorer, sur lesquelles on va s'appuyer.
On n'escalade pas l'Everest tout seul, ni sans sac à dos. Enfin voilà, donc c'est l'idée de collecter ce qui va nous être utile. Et puis en fait, quand j'animais ces voyages de vie d'équipe, je me disais mais c'est tellement chouette tout ce qu'on recueille à ce moment-là. Alors je note ça sur des paperboards, plus ou moins en facilitation graphique, il reste au moins ces traces-là en photo. Un jour, j'ai eu une équipe qui en a fait une recette, ça c'était chouette. Et ils en ont même fait une mascotte pour leur entreprise. Donc, c'est une agence événementielle qui, pour le coup, avait traversé une année difficile et à l'issue du premier partage du matin, a créé la recette du Power Patate, qui sont toutes ces ressources avec lesquelles, alors c'était 4 jeunes femmes avaient fait face. Et puis, ça leur a tellement plu d'avoir créé ça qu'elles en ont fait le Wonder Patate. Donc, le Wonder Patate, c'était la mascotte de l'agence événementielle. Donc, elles ont fait quelque chose. Mais c'est la seule équipe qui avait vraiment fait quelque chose de cette matière collectée. Et je me disais, c'est trop dommage. Et là, le voyage d'équipe en chanson, on va en faire quelque chose. C'est-à-dire, quel que soit la collecte, le format des témoignages de départ, Jo va prendre ces mots partagés, va faire des phrases musicales et va créer à partir de là une chanson qui va faire enregistrer. Mais alors, c'est pas du tout l'objectif de chanter tous ensemble. L'idée, c'est que chacun va venir, enfin, chacun n'est pas forcément celui qui est à l'origine de la phrase musicale. D'ailleurs, en tout cas, on va enregistrer individuellement ces phrases musicales et on va les assembler, les arranger pour les offrir après en cadeau à l'équipe, un peu comme un miroir, un écrin qui viendrait permettre à l'équipe de se rendre compte de sa beauté, de tout ce qui fait sa richesse. Et donc là, on va avoir un vrai rendu professionnel. Alors, il y a une tradition en pratique narrative de chansons, d'écriture de chansons qui existe déjà, qui est plutôt au plus près de l'équipe et au plus près des mots. Là, c'est un parti pris qui nous éloigne un petit peu. C'est un vrai parti pris de se dire qu'on a envie de restituer à l'équipe quelque chose à la hauteur de sa grandeur. Et donc, un vrai rendu professionnel avec des vrais musiciens, un vrai arrangement, enfin, après toute la patte du collectif d'artistes. Voilà, donc le premier voyage d'équipe démarre dans 15 jours avec la même équipe qui avait déjà osé braver la traversée du confinement, sauf qu'entre-temps, ils sont 2 fois plus nombreux. Donc on va amorcer ça pour accompagner en fait la croissance de l'équipe. Ils amorcent une phase de développement assez importante où ils vont accueillir beaucoup de nouvelles personnes. Et donc, on va créer des pauses, en fait, des journées un peu bulles d'air tout au long de ce... Alors, a priori, on est parti pour au moins 2 ans, en espérant que ça leur plaise et que donc ça soit... Et donc, dans ces journées bulles d'air, on retrouvera à chaque fois cette étape de narration individuelle et collective qui nous permettent de collecter des mots, des témoignages qui sont ensuite transformés en phrases musicales, enregistrées, avec des sons qui viennent évidemment de l'usine. Enfin, on s'inspire évidemment de l'environnement de l'entreprise. Et puis des photos qui peuvent être faites de tout ça. Enfin, derrière, l'idée, c'est de constituer un album de plusieurs chansons avec un livre hommage. Enfin voilà, ça c'est un peu le projet rêve qui viendrait permettre de garder une trace de toute cette étape de croissance, de toute cette étape qui est un moment un peu charnière dans l'histoire de l'entreprise. Ouais. Et c'est drôlement important. En fait, c'est intéressant. Je t'écoute et puis je me dis, tiens, c'est marrant. Les gens pourraient se dire, ah, mais alors en fait, on fait que de se marrer. C'est hyper rigolo. On fait des trucs créatifs. On invente des machins qui ont jamais existé. Mais finalement, à quoi bon? Et au fond, c'est ça qui est exactement la réponse. C'est que c'est essentiel. Dans un moment où une équipe traverse des bouleversements, qu'elle en a traversé, qu'elle en traversera encore, c'est extrêmement précieux de pouvoir tout à coup se poser et puis prendre le temps, comme tu le dis, journée bulle d'air, c'est un très jolie dénomination, pour comme mettre du sens dans un moment où on pourrait penser qu'il n'y en a plus parce qu'on est en pleine transition. Et ça, c'est absolument capital. Et je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que souvent, on prend pas assez le temps de s'arrêter sur ces choses-là parce que on est pris par les contingences matérielles, les délais, les objectifs à respecter ou Dieu sait quoi. Alors qu'en fait, on reste des humains dans des systèmes économiques et qu'il est absolument capital de continuer d'accompagner ces humains. On n'est pas des machines ou des robots à disposition pour servir un projet capitaliste, si je peux le dire comme ça, mais on est des personnes qui avons une âme, une sensibilité, des émotions et des ressources à pouvoir apporter au projet collectif.
Complètement. Et puis le passé a mauvaise presse, tu sais. Enfin, moi, souvent, j'ai des dirigeants qui vont me dire, ah non, mais à quoi bon regarder le passé? Et aujourd'hui, dans le monde complexe dans lequel on vit, et des chercheurs l'ont théorisé, j'ai plus leur nom en tête, mais aujourd'hui, dans le monde complexe dans lequel on vit, le moyen de donner du sens et d'apprendre, c'est en faisant ces petites boucles de rétrospective. On peut plus reproduire des bonnes pratiques. On est obligé d'apprendre par l'expérience. Enfin, en tout cas, c'est encore plus vrai maintenant. Et donc, si on n'a pas ces temps où on se retourne sur l'expérience vécue pour la mettre en perspective, lui donner du sens, eh ben, on ne peut pas faire évoluer l'étape suivante. En tout cas, on perd des informations. Enfin, on peut, mais je pense qu'on perd des informations extrêmement précieuses. Et en termes d'accueil aussi des nouveaux arrivants, on peut aussi perdre la culture d'une entreprise quand on dilue trop vite la culture de l'entreprise. Je pense à des clients que j'ai accompagnés qui ont une très forte culture entrepreneuriale, mais qui à un moment donné passent une taille telle que le risque, c'est que cet état d'esprit entrepreneurial se perde, se dissolve, qu'on devienne un grand groupe. Et il y a beaucoup de témoignages de groupes qui ont grandi, qui en parlent de ce risque à un moment donné. De perdre ce qui fait ou ce qui a fait l'ADN de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment au cœur du voyage d'équipe, quoi. C'est qu'est-ce qu'il est, et ça va être la première journée, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'il est essentiel qu'on garde, qu'on veut surtout pas perdre dans la suite du voyage. Même si on grandit, même si on est plus, même si ça change de forme. Exactement. Il y avait un prospectiviste que j'aimais beaucoup, avec qui je travaillais, qui s'appelait André Portneuf, qui nous posait souvent la question, quels sont les leviers de mon succès passé qui pourraient devenir des freins à l'avenir? Donc oui, il y a des choses qu'on va abandonner, on va se délester des pratiques qui nous ont servi, qui n'ont plus lieu d'être. Mais en revanche, il y a aussi des choses de l'ordre d'un certain nombre de valeurs, d'état d'esprit que là, on ne veut pas perdre. Et ça, on va vraiment aller les chercher, d'abord pour que ça rassure. Par exemple, dans cette équipe-là, la première chose qu'on a entendue, c'est mais on va perdre notre esprit de famille en grandissant. C'est pas une fatalité. Pourquoi? Si c'est important pour nous, il n'y a aucune raison qu'on le perde pas, mais simplement, il faut qu'on se le dise. Qu'on se le dise et qu'on en prenne soin. Exactement. Et qu'on s'occupe de savoir comment faire pour continuer de le cultiver. Exactement. Et c'est exactement ça qu'on fait pas la plupart du temps, effectivement. Ouais. Et toi, ça résonne pour toi avec une expérience collective particulière? Je pense à une équipe que j'ai accompagnée récemment, avec qui on a fait ce travail. Et en documentant le chemin parcouru, ça a permis de raconter aux nouvelles personnes qui n'étaient pas encore là, quand le chemin a eu lieu, ou au moment où certaines personnes étaient déjà sur le chemin et que d'autres n'y étaient pas encore, de pouvoir raconter tout ce qui s'était passé autour des histoires de l'équipe, autour des blessures qui ont été aussi vécues par certains membres de cette équipe. Et c'était extrêmement important et intéressant, d'abord que les personnes qui étaient les plus réticentes au départ à faire cet exercice soient celles qui en fait avaient des informations cruciales à transmettre aux autres, et qu'elles ont pu le faire parce qu'il y avait un espace pour ça, et un espace dans lequel elles ont pu déposer les difficultés qu'elles avaient pu traverser, mais les solutions qu'elles avaient trouvées. Et comme tu l'as très joliment dit, les solutions d'un jour peuvent être les freins du lendemain. Et on voyait très bien dans cette équipe-là, en tout cas, que ces solutions avaient été absolument justes et essentielles à un moment donné, mais qu'il était important aujourd'hui de les re-questionner pour pouvoir aller plus loin. Et il y avait de nouveau d'autres changements qui allaient intervenir dans cette équipe, qui n'étaient pas promises à grandir énormément, mais qui devaient bien fonctionner ensemble, et qui avaient aussi créé toutes sortes de petits précarés comme ça, de particularités qui faisaient elles arrivaient au fond à continuer de vivre dans leur écosystème propre, sans trop se mêler au grand système dans lequel elles auraient pu s'intégrer. C'était pas une entreprise entière, c'était uniquement un service. C'était très intéressant de voir comment les humains mettent en place des éléments qui leur permettent de survivre en milieu hostile, disons, si on peut le dire comme ça. C'était pas tout à fait le cas, hein, c'était pas un milieu hostile, mais il y avait quand même cette idée que l'humanité peut aller partout. Et j'ai trouvé ça extrêmement riche. Et d'ailleurs, c'est un accompagnement qui va très certainement se poursuivre, parce qu'on a pu poser les bases, en fait, de cette nouvelle manière de travailler à travers la forme du journal, à travers la forme du voyage de vie. Hein, donc, ce voyage où on va d'abord récolter les souvenirs avant d'aller vers l'avenir et vers ce qui pourrait se passer. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur cette notion magnifique qui est celle du club de vie, qui permet de se dire, OK, si j'étais présidente de mon club personnel,
qui serait là à l'intérieur. Et puis toute cette réflexion aussi autour du génogramme narratif qui dit, voilà, qui est au centre dans mon cercle d'or? Qui sont les personnes les plus importantes pour moi, les plus précieuses que je dois absolument avoir avec moi? Qui sont les personnes qui comptent beaucoup? Qui c'est pas une histoire de hiérarchie, c'est une histoire d'énergie, j'ai envie de dire. Donc les personnes qui comptent beaucoup, mais qui sont pas celles que je vois tous les jours ou qui me sont essentielles à ma vie, mais qui comptent beaucoup pour toutes sortes de bonnes raisons. Et puis un troisième cercle qui serait des gens qui finalement ne savent pas qu'ils font vraiment partie de notre écosystème, mais qu'en réalité ils y sont et qui sont absolument importants. Et en travaillant le club de vie de cette façon-là, ça a permis de faire que chaque personne a pu dire qui était important pour elle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes évidemment communes, puis d'autres qui ne l'étaient pas, mais que toutes ces personnes qu'on a invitées dans la pièce un peu de manière symbolique, au moment où on a parlé d'elles, ça a créé quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement accompagnant soutenant, pour permettre aux personnes d'aller plus loin et puis de pouvoir renseigner le chemin qui allait se faire. Et ça, c'est le principe du voyage de vie plus classique, si on veut bien, sans qu'il y ait d'autres apports, mais dans les expériences que j'ai vécues, eh ben, il y a effectivement au niveau de la documentation, des chansons, des recettes de cuisine, des manifs, toutes sortes de manières de pouvoir construire la nouvelle histoire qu'on a envie de créer ensemble. Et comment on s'investit dans cette nouvelle histoire, parce que c'est pas juste une journée où on a essayé de poser des bases qui plaisent à la direction, mais chaque personne a pu s'investir de manière individuelle aussi, à travers ses propres valeurs, ce à quoi elle croit, pourquoi elle est là, comment elle veut s'investir, comment elle veut s'engager pour aller plus loin, quoi. Donc, j'ai pas un exemple plus précis que ça, mais je crois que c'est pour ça que j'aime autant le narratif, c'est que c'est très souple, puis ça peut s'adapter à tellement de situations différentes. Ouais, ça, tu as raison de le souligner. Pour moi, c'était important. Je dis souvent d'ailleurs, j'accompagne à informer des idées, des pratiques narratives. C'est cette idée, d'abord parce que je trouve que ça fait partie de l'essence même de l'approche narrative, de garder une certaine liberté, indépendance, liberté d'interprétation, d'expression, d'expérimentation, parce que avant tout, et comme nos clients en fait, on expérimente d'abord. Et après, on se rend compte de ce qui a marché. Alors, on a une petite idée et on est aussi rémunéré de telle sorte que normalement, ce qu'on fait, c'est efficace et on sait que ça va marcher. Mais il y a plein de fois où, à la marge, on va tester des choses complètement différentes et apprendre de cette expérience-là. Donc c'est vraiment précieux. On retrouve ce que tu disais sur le dogmatisme. Hein, c'est pas pour le coup. Je crois que notre premier devoir, enfin, si je vais le formuler comme ça, et en tout cas pour moi, mon premier devoir en tant que coach, informé des idées, des pratiques narratives, c'est d'être dans cette posture d'exploration et de curiosité vis-à-vis de l'approche narrative. C'est essentiel et en plus, c'est mon carburant. C'est-à-dire que voilà, c'est extrêmement important pour moi d'aller me nourrir à la source. Tu parles de club de vie, c'est quelque chose que, pour le coup, à titre personnel, ça, la formation m'a beaucoup apporté. C'est d'apprendre à me relier aux autres. On fait des métiers où on est indépendante. Enfin, on travaille seul, on travaille en permanence avec les autres, mais on est seul dans nos structures. Et ça, parfois, c'est pesant. Et je crois que le Covid est bien venu nous rappeler à quel point cette solitude pouvait être pesante parfois. Et de pouvoir voilà, se relier aux autres, y compris à cette communauté de praticiens, pour moi, c'est extrêmement précieux. C'est ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui, puisque à travers ce que tu communiques sur les différents réseaux, je t'ai entendu parler des cafés récits. Je me suis dit, mais d'abord, j'ai adoré l'appellation du café récit. Et dans cet accompagnement dont on parlait de voyage d'équipe en chanson avec ces journées bulles d'air, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'un format café récit qui serait, je dirais, minimaliste en fait, pas de paperboard, juste nous et nos histoires. Oui, tout à fait. Et c'est bien que tu parles des cafés récits, parce que je peux peut-être en dire un petit mot. Alors, c'est pas une approche, c'est pas une démarche narrative au départ. C'est pas une démarche qui est liée à une école ou une autre. C'est simplement l'idée que de se réunir, ça fait du bien, et que de se réunir sans but, ça fait encore plus de bien. Et c'est ça la particularité des cafés récits, c'est que, alors moi je suis formée donc aux approches biographiques, je travaille beaucoup sur cette question-là. Et puis les cafés récits, en fait, c'est l'idée de réunir des personnes qui se parlent de leur vie. Et évidemment que en parlant de leur vie,
elle parle de plein d'autres trucs parce qu'elle raconte comment, ce qu'on ferait en narratif, c'est-à-dire comment on tisse les fines traces, on l'a pas dit. Eh ben, on tisse les fines traces en allant chercher les actions qui ont déjà été réalisées, les personnes qui ont été importantes et les valeurs que ça a convoquées. Et en tissant tout ça, eh ben, ça épaissit une histoire nouvelle de notre propre chemin de vie. Et donc, dans les cafés récits, ben, c'est ce qui se passe. Et j'en ai vécu deux la semaine dernière. Un autour de qu'est-ce que cette nouvelle année pouvait nous apporter ou comment on tissait l'histoire de cette nouvelle année. Et puis un autre vendredi dernier autour de l'exil et de comment la notion d'exil pouvait entrer dans nos vies et quelle place elle pouvait avoir ou ne pas avoir. En tout cas, qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Et puis, j'ai envie de te citer une seule phrase autour de l'exil, qui est une phrase qui est tirée d'un texte de Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien, qui a été évidemment beaucoup obligé d'être en exil. Enfin, il a une vie où il a beaucoup écrit aussi sur cette question de l'exil et la question de la solitude. Et puis cette phrase, elle nous a beaucoup percuté quand on était ensemble vendredi dernier. Elle dit: être ici ne signifie pas que je ne suis plus là-bas. Ne plus être là-bas ne signifie pas que je suis ici. Et je crois que cette espèce d'entre-deux-là, eh ben, il permet de faire que les gens, tout à coup, se disent, je crois que là, j'ai besoin de prendre 2 heures de mon temps en sachant pas du tout ce qui va se passer. Et je vais aller m'asseoir à une table avec des inconnus que je ne reverrai peut-être plus jamais. Et je vais aller écouter des histoires de vie, les écouter raconter des choses et peut-être partager des choses de ma vie à moi. Et puis peut-être que ça va être bien. Et les gens, ils arrivent là en sachant pas du tout ce qu'ils vont vivre parce qu'ils viennent en sachant pas. Hein. Donc parfois, ils ont déjà vécu une fois un café récit, mais d'autres fois, ils ont jamais vécu ça. Et l'expérience que j'en fais depuis quelques mois maintenant, c'est que la magie, tout à coup, apparaît quand on met des gens ensemble qui ont l'occasion de se parler, sans pression, sans but particulier, et qui sont capables d'aller au-delà du premier récit qu'ils vont faire, parce qu'on élabore, parce qu'on réfléchit ensemble, parce qu'on va un peu plus loin, parce qu'il y a des gens qui sont très touchés par les témoignages d'une autre personne, parce qu'il y a plein de résonances, hein, on en parlait, et puis elles sont là à fond, quoi. Et donc, effectivement, la question qui est ouverte un peu pour moi maintenant, c'est comment le narratif peut entrer là-dedans. On sait déjà, grâce à une enquête qui a été menée en Suisse, que c'est très bon pour la santé mentale de se réunir pour se parler. Alors, il fallait peut-être une étude pour l'affirmer, même si on pouvait bien en avoir l'intuition. Mais là, ouais, il y a quelque chose autour de la documentation narrative qui m'interroge sur comment faire pour laisser des traces de ces cafés-récits. Je sais que j'ai une collègue qui fait des poèmes narratifs à la fin de ses cafés. Moi, jusque-là, j'ai choisi de pas le faire parce que j'avais envie de rester totalement connectée avec ce qui se disait, pouvoir participer aussi, enfin voilà, d'essayer d'être vraiment présente. Mais la question se pose. Mm. Et ça va être, tu vois, une des explorations avec Voyage d'équipe en chanson, puisque à partir d'un format inspiré de ce que tu m'as partagé d'un café récit, j'élabore. Hein, j'ai pas, enfin, je pense que ça va être validé par l'équipe projet, mais du coup, ça donnerait lieu à ces phrases musicales et à une chanson. Eh oui, bien Donc, sûr. Tout à donc fait. Et ça là, peut absolument. rendez-vous dans un an parce que ce serait la deuxième chanson, pas la toute première. La Oui, première, elle oui. sera vraiment autour des savoir-faire, des savoir-être d'exception, enfin, tout ce qui fait que cette entreprise, elle est là aujourd'hui. Mais la deuxième, ce serait certainement quelque chose, comme tu dis, beaucoup plus bulle d'air, certainement sur le principe du bénévolat, en s'assurant qu'il y a un mélange de nouveaux et d'anciens. Peut-être juste ce critère-là pour s'assurer que, parce qu'on a quand même cette intention liée à l'accueil des nouveaux, mais de voilà porter un regard sur les 3-4 mois qu'on vient de vivre ou comment on a vécu le premier semestre et en parlant, alors évidemment nous c'est contextualisé, on est sur la vie professionnelle, mais bon, n'empêche que c'est pas parce qu'on est dans l'entreprise qu'on peut pas se dire des choses qui comptent. On y passe quand même suffisamment de temps, donc j'ai tout à fait hâte. Après, comme tu dis, il y a quand même cette magie de l'instant qui fait on a envie, soit en tant qu'accompagnant, d'être présent et que celui qui documente ou la façon dont ce soit pas nous, parce que on est présent. Et la question, la narrative là-dedans, moi quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est déjà là, enfin dans le format même du classique, c'est déjà, tu vois, avec les résonances, avec les jolies questions, parce que c'est des jolies questions que tu amènes et que dans les exemples que tu m'avais donnés, tu as une façon de faire rebondir une question à une autre personne et
Ouais, c'est ton savoir-faire, quoi. Oui, ben en fait, ça se fait tout seul au fond. Une personne va lancer une discussion, enfin va dire quelque chose. Enfin là, par exemple, sur la nouvelle année, je fais un premier tour. On essaye de faire un premier tour pour que les gens puissent dire quelque chose, sans que ça les engage particulièrement, mais que ça puisse simplement les mettre dans le bain. Hein. C'est comme une manière de, voilà, de se jeter à l'eau. Donc on est parti sur quelle couleur aurait mon année. Donc c'était vraiment quelque chose de, a priori, pas engageant. Et puis, ça a tout de suite donné énormément d'échanges parce que bah, ces couleurs, parfois, c'est les mêmes pour une personne et pour une autre. Puis parfois, au contraire, c'est exactement le contraire. C'est justement une autre couleur. Et rien que ça a permis d'ouvrir le champ. Et je crois que tout le monde vient aussi en étant curieux ou curieuse de voir ce qui va se passer. Et ouais, c'est. En fait, je crois que c'est important aussi de laisser aller. Et même si on est dans un accompagnement d'équipe, c'est aussi vrai hein, en accompagnement d'équipe où on est avec des gens qui ont besoin d'exprimer des choses. Et donc, c'est important qu'on laisse cette place. Mais comme on la laisserait en individuel, hein, comme on la laisserait dans les accompagnements qu'on peut faire, d'accepter le silence, d'accepter le fait de se dire, bah, je suis là, je suis vraiment là, mais je suis là seulement si c'est nécessaire. Et c'est les autres personnes qui prennent leur place, puis qui finalement se débrouillent très bien sans nous. Même si évidemment que ce cadre qui est là, qui a l'air d'être si peu présent, bah, il est là et c'est ça qui fait que c'est possible. Donc on rend les choses possibles, voilà, en laissant un peu les choses, ce qui se passait, parce que tout le monde a plein de trucs à dire au fond. Et là, je suis curieuse de la façon dont le café réfléchit en lien avec le thème de l'exil. C'est terminé au sens de, quand tu parles d'exil, pour moi, ça évoque une douleur, une tristesse hein, Oui, profonde. On peut être exilé au fond de chez soi sans avoir oui, traversé des frontières, hein, simplement se sentir loin de soi-même, oui. se sentir déconnecté de soi, se sentir, enfin voilà. Et de fait, avec cette idée des ressources, qu'est-ce qui est sorti de cet échange qui était de ressourçant en fait, enfin, de beau, de ressourçant en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le cadre de ça, c'est que j'essaye de garder ma casquette de praticienne en récit de vie et pas de coach. Ça veut Hmm, dire que je vais pas là pour permettre de faire émerger des ressources. Je vais hmm, là pour permettre de faire que la parole puisse exister. Et cette parole, eh ben, elle est prise par les uns, les unes et les autres, quand ils le sentent, au moment où les personnes le sentent, sans objectif de trouver les ressources qui permettent d'aller plus loin. Et hmm, donc, dans ce café-là, il y a eu énormément d'échanges. Je crois que chacun a pu exprimer en quoi l'exil avait une place ou pas de place dans sa vie. On a beaucoup discuté de la notion d'exil et de la notion de voyage, de découverte, de choix ou de non-choix. hmm, L'exil, c'est du bannissement, ou hmm, alors c'est de la déportation, ou alors c'est de la fuite. C'est un peu les trois moyens qui sont à la base de cette notion de l'idée d'exil. Et autour de la table, il y avait quelqu'un qui se sentait très fortement en exil et qui réfléchissait à comment faire pour moins le sentir. hmm. Et on a partagé des ressources, notamment celle de l'écriture, en disant écrire, ça ancre, écrire, ça permet de raconter son histoire, ça permet d'ancrer des choses, ça permet de, comme se créer une nouvelle page d'histoire, une nouvelle page de vie. Et que quand on est en exil, eh ben, c'est très important de faire quand on se sent en exil, parce qu'on peut se sentir en exil de sa famille, de son milieu, du milieu social dans lequel on évolue, du monde du travail dans lequel on n'est plus. Enfin, l'exil, il est multiple, hein. Hmm. Et, euh, et je crois que ces ressources-là, elles ont été importantes. Et puis en plus, il y a eu toutes ces résonances entre les gens, quoi. Tout à coup, des personnes qui se racontent des choses, puis qui se disent, oh, c'est hyper intéressant parce que je comprends quelque chose que j'avais pas vu comme ça précédemment, etc. Et je crois que ça se suffit à lui-même. Hmm. Donc, j'ai pas fait, alors j'ai fait le tour de table, j'ai fait un petit tour de table à la fin juste pour savoir comment les gens se sentaient. Mais j'ai pas essayé d'aller chercher quelle est la ressource que tu emportes de cette discussion, parce que le Hmm. café récit, c'est pas ça. Le café Ouais. récit n'a pas ce genre d'objectif. Et c'est tellement particulier. Et moi, je suis fascinée du fait que dans un emploi du temps archi chargé, comme tout le monde en a un, eh ben, on décide de gaspiller 2 heures en sachant pas de quoi elles vont être faites. Hmm. Je trouve ça assez fascinant, en fait, qu'on puisse encore organiser ce genre de choses-là aujourd'hui et que ça soit encore, ou alors que ce soit essentiel. Ben, de toute façon, ce que tu dis, enfin, ma question était Ouais, c'est peut-être mal moi qui étais. formulée, mais le fait même d'avoir cette discussion autour de l'exil,
comment chacun le ressent, le vit, le perçoit ou l'a vécu ou comment ça résonne dans sa propre histoire, de fait, ça contribue à donner du sens à ce mot-là. Et là, on va retrouver, quand tu disais filigrane entre deux, je pensais tout de suite à l'absent mais implicite. L'exil, c'est une forme d'absent mais implicite, parce que qui dit exil dit qu'il y a quelque part un endroit où tu sais que tu es, enfin, un non-exil, ou un endroit où tu sais que tu es chez toi, où tu es bien, enfin, même si cet endroit c'est au cœur de toi-même ou que, Bien sûr. et du coup, c'est fascinant parce que d'en parler fait certainement, enfin, j'aurais adoré être avec vous vendredi, mais j'imagine que voilà, ça fait surgir un monde, ça fait surgir des mondes, et en faisant, avec ce surgissement-là, bah, tout d'un coup, l'espace, il est plus vide, quoi. C'est plus juste, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe, et donc ça se suffit, comme tu dis, à soi-même, et je peux imaginer que les personnes qui participaient sont reparties nourries et ressourcées de cet échange, voilà, pour la simple fait qu'il ait eu lieu, comme tu dis, que voilà, c'est faire que la parole puisse exister. Ben oui, c'est ça. Et puis, je sais que la conversation s'est poursuivie dans un café pour en tout cas 2 d'entre eux. Je sais que certains se sont revus ce week-end dans différents événements dont on avait parlé ensemble. J'ai eu des nouvelles ce matin de ce qui s'était passé pendant le week-end. Et puis, tu vois ça, mais c'est tellement extraordinaire de donner la possibilité de créer cette espèce de fil de vie, fil d'humanité comme ça. Et voilà, donc c'est ça le café récit. Donc il n'y a pas encore d'objectif vraiment narratif, mais je suis d'accord avec toi qu'il est comme induit, Oui, il est implicite. implicite, clairement implicite. Et ouais, et ça me fait réfléchir aussi à cette pratique encore un peu plus parce que il y a effectivement cette dimension-là qui vient encore se rajouter à la beauté du fait que ça puisse exister, quoi. Et voilà, nous arrivons au bout de notre seconde rencontre autour de cette conversation avec Claire Bouter. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez pu plonger avec nous dans la richesse de cette matière et dans la particularité des pratiques narratives. Une dernière partie vous attend, ce sera le 3e épisode qui sera consacré à notre rencontre. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis rendez-vous à demain pour la suite et la fin de notre échange. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous avez aimé, vous savez qu'il y a les étoiles.